Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour un top, mais pas n'importe quel top, un top d'une qualité premium, un top d'une intelligence rare, d'une pertinence absolue. Aujourd'hui on va faire un top 7 des meilleurs Dragon Ball dans Dragon Ball. Oui. Numéro 7, la boule à 3 étoiles, parce que 3 c'est pas ouf et je suis pas trop fan du chiffre 3. Oui. Numéro 6, la boule à 1 étoile, parce qu'en vrai ça fait un peu pitié, une seule étoile. Oui. Tu te crois drôle? Arrête. Oh mon dieu, pourquoi tu disparais? Oh mon dieu, mais je sais pas pourquoi. Oh non. C'est ballot. Oui. Bon, tu l'auras compris, ce top n'est qu'un moyen putaclic de trouver un prétexte pour parler des moments importants des Dragon Ball dans Dragon Ball. Parce que quand on parle de Dragon Ball, on a tendance à parler des combats dantesques, des transformations, des méchants qui pèsent sa mère, mais on oublie bien souvent d'évoquer ces boules de cristal magique qui donnent leur nom au manga. Dans l'œuvre de Toriyama, les Dragon Ball ont toujours plus ou moins eu un rôle important, mais on est forcé de constater que passé la première partie de l'arc Namek, les boules de cristal ont fini par totalement passer au second plan. Le rôle s'étant réduit à plus ou moins toujours être là pour apporter un peu de justice dans le monde de Dragon Ball. Les méchants ayant tendance à raser la moitié de l'humanité à chaque fois qu'ils lancent une attaque, le fait de savoir que les boules de cristal peuvent être utilisées pour amener les victimes innocentes à la vie, ça retirait un aspect un peu dramatique à Dragon Ball. Par exemple, l'absence totale de ces dernières dans le futur apocalyptique de Trunks était en partie responsable de l'impact émotionnel de chacune des morts, et particulièrement celle de Son Gohan. Et bordel, la mort de Son Gohan! Il y avait de quoi chialer quand même! C'est triste! Oui. Dans les arcs Cell, Boo et la quasi-totalité des Dragon Ball Super, les Dragon Ball ne servent tout simplement à rien. On ne les utilise que pour amener les gens à la vie, et c'est tout. Elles n'ont plus du tout leur fonction d'origine, elles ne servent plus de prétexte pour nous raconter une aventure passionnante. Elles sont là, et c'est tout. Et en même temps, on peut difficilement imaginer comment on aurait pu les rendre de nouveau intéressantes, sans parler que après l'arc Namek, les personnages atteignent un niveau de puissance tellement balèze qu'ils sont capables de récupérer les 7 boules en moins d'une demi-journée. Hein, on l'a vu dans l'arc Cell par exemple. Et en plus tu rajoutes à ça le fait que Goku peut maintenant se téléporter d'un bout à l'autre de la planète sans aucun problème, difficile de rendre l'aspect quête des Dragon Ball de nouveau passionnante. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce qu'on arrive à Dragon Ball GT. On est tous d'accord pour dire que cette série a bien des défauts, mais elle a réussi à remettre les boules de cristal au centre de son scénario. Dragon Ball GT a réussi le temps d'une 60aine d'épisodes à nous faire revivre l'esprit original du manga, une quête fantastique à la recherche des boules magiques. En plus, cette série a eu la bonne idée de se conclure sur une confrontation directe avec les boules, et à nous faire se questionner sur la pertinence de l'utilisation de ces dernières, avec plus ou moins comme message de fond l'idée que toutes les décisions, bonnes ou mauvaises, ont des conséquences. Et là, tu te dis certainement que, le chef Otaku qui défend Dragon Ball GT, mais que se passe-t-il? Et je te dirais que oui, Dragon Ball GT, c'était loin d'avoir tout acheté dedans, il y avait quand même quelques bonnes idées, notamment sur le traitement des Dragon Ball. C'est dommage que les gens se focalisent que sur les mauvaises idées, parce que vu ce qu'on a vu avec Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, en fait, ça se tient plus ou moins. Il y a beaucoup d'idées à la con, attention, hein, mais il y avait quand même quelques bonnes idées. Mais tout ça, je te le promets, nous en reparlerons un jour de Dragon Ball GT. Oui. Bref, fut un temps, la quête des Dragon Ball nous a offert pas mal de passages mémorables dans le manga. C'est donc pour cette raison qu'on a décidé de revenir sur les meilleurs moments des Dragon Ball dans Dragon Ball. D'ailleurs, je vous invite à partager vos propres meilleurs moments avec des Dragon Ball dans Dragon Ball avec le hashtag Boulu Dragon. Référencement, tout ça, abonne-toi, mets la cloche. Oui. J'en profite pour vous inviter à suivre notre seconde chaîne, le Spatule Bro, où il y aura des reviews en tout genre et c'est vachement cool. À nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et c'est tout dans la description. Oui. Sur ce, nous sommes partis pour les meilleurs moments de Dragon Ball dans Dragon Ball. Oui. Après la fin du Tenkaichi Budokai et sa défaite contre Jackie Chun, Son Goku décide de partir à la recherche du dernier souvenir laissé par son grand-père Son Gohan, la boule à 4 étoiles. Alors qu'il survole le monde sur son nuage magique, le dragon radar lui indique la position d'une boule. Goku décide d'aller la récupérer, il découvre que c'est la boule à 6 étoiles. Il fait en même temps la rencontre de 2 mecs qui cherchaient justement cette fameuse boule, et qui essayent de la lui prendre. Son Goku leur met une branlée et repart tranquillement sur son nuage, mais il se trouve que les 2 mecs font partie de la terrible armée du ruban rouge, et qu'ils ont prévenu leur supérieur de la situation. C'est alors que le capitaine Silver envoie une roquette dans la face de Goku en lui explosant son nuage. Goku lui éclate sa tronche et lui vole une capsule d'avion en étant persuadé que son nuage est définitivement détruit. Il finit par se cracher dans une région montagneuse où il est récupéré par une famille qui lui explique que leur village est sous le joug de la fameuse armée et qu'elle détient le maire en otage. Son Goku décide de les aider et part seul prendre d'assaut la tour du muscle. Ce passage marque le commencement d'un arc majeur dans Dragon Ball, l'arc du ruban rouge. C'est aussi la première fois que Goku se confronte à de vrais ennemis. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu des combats, mais on pouvait pas dire
dire décemment qu'il y avait vraiment des enjeux, c'est plus des combats gaguesques. Oui. Ce fut également la première fois qu'on voyait Goku s'opposer à deux vrais gens, hein, c'est-à-dire des gens qui sont pas des dinosaures ni des experts en arts martiaux. Là, il se confronte à des militaires, supposément surentraînés, qui appartiennent à une des armées les plus puissantes du monde. Donc tu vois, le gamin, en fait, il les éclate en 2 secondes, tu te dis, en fait, le petit Goku, il est franchement costaud de chez balèze, en fait. Au départ, il est vrai que Goku ne prend pas d'assaut la tour du muscle dans le but de récupérer une boule de cristal. Il finit tout de même par obtenir la boule à 2 étoiles de la part de C8. Cependant, les Dragon Ball jouent bien un rôle central dans cet arc. Elles font l'objet d'une convoitise de la part de l'armée du ruban rouge, qui finira par forcer Son Goku à la combattre. Et là où Toriyama a réussi à rendre ça intéressant, c'est dans la conclusion de cette confrontation. Pendant toute la durée de l'arc, on nous laisse penser que l'armée du ruban rouge souhaiterait se servir des Dragon Ball pour assouvir le monde. Et plus l'histoire avance, plus on se rend compte que l'armée a déjà toutes les cartes en main pour devenir une sorte de 4ème Reich bien vénère. Ils ont des putains de cyborgs à la Terminator, des super soldats avec des pouvoirs, et ils engagent les meilleurs assassins du monde. Leur réputation est tellement grande que personne n'ose s'opposer frontalement à eux. Même Tortue Génial, quand il entend parler du ruban rouge, il est pas serein à la base, hein. Et puis quand tu vois ce qu'ils ont fait plus tard avec C17 et C18 et le bordel qu'il y a eu avec, tu te dis que finalement, en fait, il avait raison de flipper. Avec tout ce qu'on constate sur l'armée du ruban rouge, on peut alors légitimement se demander si elle a vraiment besoin des boules de cristal finalement. D'ailleurs, le général Red affirme que son armée n'aurait besoin que d'un peu de temps pour conquérir le monde entier. Le coup du méchant qui veut conquérir le monde, Toriyama l'avait déjà tourné en ridicule avec Pilaf, qui, il faut l'avouer, ne représentait aucune véritable menace. Alors que cette fois-ci, c'est différent. Toriyama a commencé par nous présenter le ruban rouge comme étant une menace réelle, puis avec les exploits de Goku dans la tour du muscle, le lecteur finit par se dire que finalement, ils sont pas si forts que ça. Et là, bim, tu t'y attendais pas, mais l'arc prend tout d'un coup une petite montée en puissance. Le commandant bleu débarque, Goku commence à galérer et se fait voler le dragon radar. Et bim, Tao Pai Pai débarque, bute le commandant bleu, le père de Upa, et met une branlée monumentale à Son Goku, qui s'en sort une extrémiste grâce à la boule de son grand-père qu'il vient tout juste de retrouver. Là, tu comprends que la menace est réelle. Puis Goku part s'entraîner chez Maître Karin et fait le match retour contre Tao Pai Pai, lui met une branlée puis fait la promesse au petit Upa de lui ramener son père grâce au Dragon Ball. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'on nous évoque la possibilité de pouvoir ressusciter les morts à l'aide des Dragon Ball, et du coup cette possibilité donne un autre sens à la quête de Goku. Goku ne doit juste plus seulement retrouver la boule de son grand-père, mais doit rassembler les boules pour ressusciter une personne morte qu'il n'a pas pu sauver, et aussi empêcher que les Dragon Ball servent des dessins malfaisants. Mais on y reviendra sur cette histoire de résurrection. Oui. Son Goku part prendre d'assaut le quartier général du ruban rouge, défonce absolument tout le monde, et juste avant d'arriver au grand boss final, on apprend que ce dernier souhaite en réalité réunir les Dragon Ball uniquement pour devenir plus grand, parce que c'est un nain. Un nain rouquin en plus. Non, franchement, vu les configurations qu'il avait le gars, il a toute légitimité d'en vouloir au monde entier, hein. J'aurais pas kiffé être nain et roux. Bon, à la place, je suis noir et gros. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. À partir de cette révélation, toute la montée en puissance retombe d'un coup et le combat contre le Grand Black est gagueste au possible. Goku récupère les Dragon Ball et il s'en va comme s'il ne s'était rien passé, alors qu'en réalité il vient de démanteler l'armée la plus dangereuse du monde. Puis n'arrivant pas à détecter la dernière boule de cristal avec le radar, Tortue Génial lui conseille d'aller voir une certaine voyante pour l'aider. S'ensuit une espèce de petit tournoi qui se résume à une suite de matchs contre des adversaires parodiques qui nous ramènent clairement dans le style de base de Toriyama, l'humour. Il en profite même pour nous trouver un moyen de voir les nichons de Bulma en scred le coquin. Et tout ça finit par le combat entre Goku et son défunt grand-père. Combat absolument mémorable, non pas par l'affrontement en lui-même, mais par ce qu'il a apporté. Ce combat au départ nous fait comprendre que Goku va se mesurer à un adversaire du niveau de son maître contre qui il avait perdu lors du dernier Tenkaichi Budokai, même s'il l'ignore. En remportant le combat, Goku allait prouver que l'élève avait bel et bien dépassé le maître. Ensuite, en remportant le combat, Goku allait également pouvoir atteindre son objectif de ramener le père du pas à la vie. Et enfin, la révélation de l'identité de Son Gohan est apparue comme une récompense pour Son Goku. Ça confirme que les Dragon Ball, et tout particulièrement la Dragon Ball à 4 étoiles, représente en réalité le lien entre Goku et son grand-père. Une scène forte en émotion dont seul Dragon Ball a le secret. Tout fonctionne dans cette scène. Les larmes de Goku, la fierté de son grand-père, le sentiment d'accomplissement. Cette scène est culte, bordel. Et y a Gohan qui dit à son petit-fils « Ouais, je vais te regarder depuis l'au-delà et j'ai hâte de voir à quel point tu vas devenir fort. » Et Goku qui lui fait « T'inquiète grand-père, je vais continuer à m'entraîner pour devenir toujours plus fort. » C'est beau, putain. Oui. Avec l'arc du ruban rouge, Toriyama était parvenu, après le Tenkaichi Budokai, à remettre les Dragon Ball au centre de son récit, en donnant une autre sens, une autre dimension à la quête des Dragon Ball. Puis un autre Tenkaichi Budokai plus tard, il a remis le couvert avec l'arc du démon Piccolo.
Après sa défaite au Tenkaichi Budokai face à Tenchi Han, Goku et ses amis se préparent pour aller fêter la fin du tournoi. Goku se rend compte qu'il a oublié sa Dragon Ball et son bâton magique dans les vestiaires et Krillin propose d'aller les chercher pour lui. Alors que tous sont en train de discuter, un cri venant des vestiaires se fait entendre. Goku se précipite et finit par tomber sur le corps sans vie de son meilleur ami. Le présentateur du tournoi ayant été témoin de la scène, il affirme qu'une drôle de créature est responsable de tout ça et qu'elle a également volé la boule de cristal ainsi que la liste des participants du tournoi. Fou de rage, Goku part à la poursuite du meurtrier qui s'avère être un démon du nom de Tambourine qui est à la solde du roi démon Piccolo. Il se fait étaler puis Tambourine retourne auprès de son maître. Le roi démon Piccolo veut réunir les Dragon Ball afin de retrouver sa jeunesse perdue parce qu'il est resté scellé dans un autocuiseur pendant des siècles. Dès le départ, on comprend que Piccolo est supposément assez puissant pour conquérir le monde, chose qu'on comprend grâce à Tortue Géniale avant même de voir le démon pour la première fois. Puis quand on découvre son apparence, on peut venir à en douter. Piccolo se présente comme une espèce de mec chelou tout vieux et tout fripé avec des antennes qui a l'air d'être à deux doigts de casser sa pipe. D'ailleurs, ses propres serviteurs lui demandent de se préserver car sa santé est fragile. On peine encore plus à croire que la menace est réelle lorsque Goku atomise Tambourine, l'assassin de Krillin. On se dit, c'est pas possible, ils sont claqués les démons en fait. Et quand on voit la gueule de la vieille limace avec ses antennes, on se dit que c'est pas ça qui va donner du fil à retordre à Son Goku. On est où là? Et bim! Directe confrontation contre Piccolo. Goku dès le début domine le combat et envoie le démon à terre, puis Piccolo se relève et passe en mode serious business. Il humilie Son Goku, le laisse pour mort et emporte sa boule de cristal. Et finalement on peut constater que c'est la merde. Goku s'est fait éclater alors que le mec il est censé être vieux et malade. On en vient à se dire, si le gars récupère sa jeunesse, c'est vraiment la merde. Puis Tortue Géniale part à sa rencontre et lui sort la technique qui avait permis à son maître d'enfermer Piccolo dans l'autocuiseur, le Mafuba. Mais malheureusement, il se rate et meurt du contre-coup de son attaque. Suite à ça, Piccolo rassemble les 7 Dragon Ball et invoque le dragon. Chaozu tente d'empêcher le démon d'exaucer son vœu, mais il se fait tuer dans la seconde. Piccolo finit par récupérer sa jeunesse et il abat Shenron, le dragon sacré, détruisant ainsi tous les espoirs de ramener ses victimes à la vie. À ce moment-là de l'histoire, Dragon Ball commence à prendre une tournure beaucoup plus sérieuse. La mort de Krillin est un événement majeur, un véritable tournant dans Dragon Ball. C'est la première mort d'un personnage récurrent, et pas n'importe lequel, le meilleur ami de Goku. Ceci dit, il est vrai qu'on pouvait se dire direct, non mais c'est pas grave, s'il est mort, de toute façon les Dragon Ball vont le ramener à la vie. Ce qui est pas faux. Dans l'arc du ruban rouge, Toriyama avait apporté la possibilité de ramener les gens à la vie grâce aux boules de cristal. Et là, on a commencé à sentir les limites du concept des Dragon Ball sur l'impact dramatique de certains événements graves. En tout cas sur le long terme. Parce qu'à l'instant T, que ce soit la mort de Krillin ou la destruction de la Terre plus tard dans la saga Buu, ça reste un putain de choc. Je le rappelle, à ce moment-là du manga, nous avons absolument aucune idée des limites de la puissance des Dragon Ball. Donc à ce moment-là, on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut. On pourrait légitimement se dire que Toriyama s'est un peu mis une balle dans le pied avec cette histoire de boules magiques qui peuvent ressusciter les gens, parce que du coup, vu que ça exauce n'importe quel vœu, et qu'a priori, à ce moment-là, on pense pas qu'il y ait forcément des limites, on pourrait se dire que ça annihile tout enjeu dramatique. Parce que l'utilisation et la présence des Dragon Ball permet de désamorcer a priori toutes les situations dramatiques qui sembleraient a priori irréversibles. Et c'est là que Toriyama a eu une idée de génie pour se débarrasser de ce problème. Il s'est tout simplement débarrassé de Shenron et des Dragon Ball, il les a fait disparaître le con. Il est fort de chez Balèze. Tous les événements qu'on a vécus, la mort de Krillin, de Chaozu, de Tortue Géniale, prennent d'un coup une importance majeure, mais pas seulement. Toriyama a tué les artefacts et le dragon magique qui donne son nom à son manga. Shenron et les Dragon Ball, c'était en quelque sorte l'idéal du manga, un vœu qui réalise les rêves. C'était l'idéal d'un Goku enfantin qui rêvait de voir un dragon. En le tuant, Toriyama tue la partie enfantine de son manga. Dragon Ball va devoir se réinventer à partir de là. Goku n'est plus le gentil gamin naïf qui parcourt le monde en se faisant des amis. Goku maintenant, c'est le sauveur de l'humanité, le dernier espoir, le champion du bien. Toriyama a réussi à rendre les Dragon Ball beaucoup plus importantes en les rendant inutilisables. Grâce à la destruction de Shenron, l'enjeu du match retour Piccolo-Goku a pris une dimension qui n'avait encore jamais été atteinte dans le manga. Ce n'était plus juste un combat pour mettre Goku à l'épreuve, mais bien un combat pour le destin de l'humanité tout entière. Une véritable lutte épique qui donnera lieu à un nouveau standard dans les événements de Dragon Ball. À partir de ce combat, tous les arcs Dragon Ball qui ont suivi se sont inscrits dans ce registre. Tous les arcs n'ont été que des montées en puissance épiques qui repoussaient les limites toujours plus loin, avec des ennemis toujours de plus en plus puissants. Et c'est ça qui a fait que Dragon Ball a connu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais tout ça s'est fait au détriment des boules de cristal, parce que malgré tout ça, Toriyama ne pouvait définitivement pas s'en séparer. Alors il a décidé de définir des limites, de rajouter toujours plus de conditions pour empêcher les héros de s'en servir à tout bout de champ, et donc d'annihiler tous les enjeux de son histoire. Et petit à petit, elles ont commencé à prendre de moins en moins d'importance jusqu'à ce qu'on en arrive à la situation où elles sont dans le manga Dragon Ball Super, parce que dans Dragon Ball Super, faut être honnête, les Dragon Ball ne sont là, même les Dragon Ball Super ne sont juste là que pour justifier le titre du manga. Mais avant cette remise au placard progressif, Toriyama les a laissés briller une dernière fois lors d'un dernier arc, l'arc Namek.
Suite à la mort de leurs compagnons face à Nappa et Vegeta, Goku et ses amis cherchent un moyen de se rendre sur la planète Namek pour y trouver de nouvelles Dragon Ball. Piccolo le Tout-Puissant étant mort lors de la bataille, les boules de la Terre sont devenues inutilisables et donc impossible pour eux de faire revivre les victimes des deux Saiyans. Mr Popo débarque avec la solution pour aller sur Namek, et c'est donc Bulma, Krillin et Son Gohan qui sont en charge de s'y rendre. Arrivé sur place, il se rend compte qu'ils ne sont pas les seuls à être à la recherche des Dragon Ball, et que parmi leurs opposants, il y en a un qui est terriblement plus puissant que leur dernier ennemi. Ce dernier étant d'ailleurs lui aussi présent sur la planète. Se retrouvant dans une situation qui semble sans solution, Bulma, Krillin et Gohan préviennent leur ami sur Terre. Goku ayant pressenti que tout ne se passerait pas comme prévu, il a fait fabriquer un vaisseau par le père de Bulma en utilisant comme base le vaisseau qui lui avait permis d'atterrir sur Terre lorsqu'il était enfant. Une fois rétabli de ses blessures grâce à un Senzu, il s'envole vers Namek à bord de son nouveau vaisseau pour un voyage de 6 jours durant lequel il va s'entraîner pour faire face à la nouvelle menace qui s'annonce. Sur Namek, Krillin et Gohan découvrent que l'armée de Frieza est en possession de 5 Dragon Ball et qu'ils n'ont absolument aucun moyen de leur reprendre. Ils décident donc d'aller récupérer une des 2 boules restantes pour la cacher afin d'empêcher Frieza d'exaucer son vœu le temps que Goku arrive. Pour la première fois, les héros se retrouvent totalement impuissants. Ils n'ont aucun moyen de s'échapper et ils n'ont absolument aucune chance de remporter le moindre combat. Ils sont contraints de fuir et de se cacher. Et ça, c'est absolument inédit dans Dragon Ball. Dès le début de l'arc, une tension s'installe. Pour la première fois dans le manga, on sent une réelle détresse. On a l'impression de se retrouver dans une impasse totale qui laisse s'installer un sentiment de faiblesse et de vulnérabilité. Et tous les événements nous laissent penser que même Son Goku ne sortira pas victorieux de l'affrontement qui l'attend. Pendant l'arc Namek, nous avons 3 points de vue différents. Le premier est bien sûr celui de Bulma, Krillin et Gohan qui tentent désespérément de survivre en se tenant loin de tout conflit. Le second est celui de Vegeta, qui nous apprend beaucoup sur son histoire personnelle. Vegeta arrive sur Namek pour lui aussi récupérer les Dragon Ball afin d'obtenir l'immortalité qui lui permettrait de s'opposer à Frieza. On apprend que ce dernier est responsable de la disparition du peuple Saiyan et que Vegeta désire plus que tout se venger. Contrairement à Krillin et Gohan, Vegeta va tenter par tous les moyens de dérober discrètement les boules de cristal rassemblées par son ennemi. Puis enfin, nous avons le point de vue de Frieza, qui, comme les autres méchants avant lui, ne désire pas les Dragon Ball pour asservir le monde. Mais contrairement à eux, qui désiraient conquérir le monde, lui domine déjà une partie de l'univers. Il a déjà tout ce qu'un empereur rêverait de posséder, et son désir d'immortalité n'est qu'un simple caprice. Le gars, il a entendu parler des Dragon Ball vaguement il y a plus d'1 an en entendant vite fait Raditz crever, le gars il décide de « Oh, je vais devenir immortel, allez, je vais aller génocider une planète, j'en ai rien à foutre. » On comprend direct qu'il faut mieux pas contrarier ce mec-là, et encore moins le croiser. Ouais. Et c'est justement le croisement des différents points de vue qui rend cette quête des Dragon Ball passionnante à suivre. L'arc Namek, du début à sa conclusion, n'a quasiment aucun temps mort. Il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Le rythme, les rebondissements, les intrigues, la tension, le développement des personnages, et le final qui est épiquement épique. Tout est maîtrisé. Avec cet arc, Toriyama nous a régalé et nous a offert un des meilleurs arcs de tout le manga, si ce n'est le meilleur arc de tout le manga, je sais pas, je suis pas encore décidé, j'y arrive pas à trancher. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'il s'agit là d'un des tout meilleurs arcs, tout shonen confondu. Oui. Malheureusement après ça, les Dragon Ball n'ont plus jamais vraiment été le moteur de l'intrigue et des péripéties. Elles ont été reléguées au rang de vulgaires artefacts bien pratiques qu'on ressort de temps en temps. C'est devenu un peu comme les senzu ou les capsules en fait. Quand on dit que l'utilisation des Dragon Ball annihile toute tension dramatique dans le manga, c'est un peu vrai et c'est un peu faux en même temps, parce que ça voudrait dire que dans tous les arcs qu'on a évoqués aujourd'hui, il n'y a absolument aucune tension dramatique. Et ce qui reviendra à dire que dans tout Dragon Ball, il n'y a absolument aucune tension dramatique. Et ce sera absolument absurde de dire ça. Ce qui change réellement après l'arc Namek, c'est que les Dragon Ball deviennent un simple outil, alors que jusqu'ici, les Dragon Ball étaient la récompense. Ok, Krillin, Muten Roshi et les autres allaient se faire ressusciter, mais pour en arriver là, il fallait d'abord que Goku batte Piccolo et sauve le monde. Ok, Yamcha, Tenshinhan et Piccolo n'allaient pas rester morts à la fin de l'arc Saiyan, mais avant qu'ils reviennent, il a fallu qu'ils aillent sur Namek et qu'ils y traversent l'enfer, et que Goku batte Frieza et sauve l'univers. Le recours au Dragon Ball n'était jamais gratuit, il devait se mériter, et la tension dramatique, ou peu importe comment tu appelles ça, venait du fait que Toriyama parvenait à nous faire croire qu'il était possible que les personnages échouent. À partir du moment où, comme dans l'arc Cell, ça prend 2 heures à Goku de les rassembler, même s'ils sont dispersés à travers le monde, et que plus tard dans DBS, Bulma les garde carrément dans son garage, au cas où il y aura un problème, ça nique totalement l'aspect récompense de la chose. Et là, plus récemment dans DBS avec l'arc Granola, il y a de nouvelles Dragon Ball qui apparaissent, où il y a que 2 boules à rassembler, et en plus, une fois que t'as fait ton vœu, tu peux encore les re-rassembler directement après, pour faire un autre vœu derrière. Quel intérêt? Après, attention, faut pas comprendre ce que je dis de travers, je dis pas que l'arc Boo ou l'arc Cell n'ont aucun enjeu, parce que les Dragon Ball sont au second plan, ça serait absurde de dire ça. Ce que je dis, c'est que les enjeux de ces arcs sont très éloignés de la quête des Dragon Ball, qui faisait à la base le cœur de ce manga. On aurait pu évoquer le retour des Dragon Ball au centre des intrigues dans Dragon Ball GT, mais ce n'est pas canon et pas écrit par Toriyama. Mais on en parlera quand même un jour de Dragon Ball GT, ne t'inquiète pas. La question à se poser finalement, c'est
Pourquoi est-ce que les Dragon Ball ont quasiment disparu des intrigues de Dragon Ball? Et je dis beaucoup de fois le mot Dragon Ball dans cette vidéo. Dragon Ball. Est-ce que c'est parce que le concept de boule magique qui exauce des vœux était arrivé en bout de course, ou tout simplement que Toriyama souhaitait nous raconter autre chose? Le mystère reste entier encore aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais.